Bien, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour bien évidemment à notre public ainsi qu'à nos intervenants aujourd'hui pour cette table ronde dans le cadre de la thématique sur l'innovation et la recherche, dans le cadre d'inventer des nouveaux partenariats entre les CHU et les industriels au service de la recherche clinique et des innovations technologiques. Donc cette table ronde que j'ai l'honneur d'animer autour de la question des retours d'expérience sur les initiatives de terrain, avec à notre table donc Monsieur Domain, directeur des relations avec les universités et les organismes de recherche à la PHP, ici à notre droite. Monsieur Berry, qui est adjoint au directeur scientifique en charge du domaine santé, biologie et planète numérique à l'INRIA. Merci à vous d'être venu. Étienne Vervac, qui est directeur général d'Eura Santé. Merci à vous aussi. Et enfin, Madame Sophie Despoutres, qui est directrice adjointe de la recherche et de l'innovation, responsable Innov Pôle Santé, vous allez nous en dire un petit peu plus, au CHU de Toulouse. On va prendre déjà quelques minutes pour présenter chaque institution et pour commencer, Monsieur Domain de la PHP. Monsieur Domain, c'est à vous. Merci. Donc quelques mots déjà pour vous présenter ce qui est un Institut Carnot. Donc l'Institut Carnot APHP qui a été labellisé en 2020. Les Instituts Carnot, ce sont des dispositifs qui sont financés et labellisés par l'ANR, qui visent à reconnaître et à soutenir la recherche entre des organismes publics de recherche et des partenaires privés. Des dispositifs peu connus finalement dans le secteur public, qui est très reconnu en revanche du côté des entreprises et qui repose sur plusieurs critères. Donc il y a un critère de volume, il faut justifier d'un certain volume de contrats entre le partenaire public et les partenaires privés. Il faut aussi pouvoir mettre en avant un plan d'action qui vise à améliorer l'efficacité de ces partenariats et à développer globalement le nombre de partenariats. Et pour que les partenaires publics soient incités à s'impliquer dans cette dynamique, ce dispositif prévoit le versement d'un abondement donc annuel en fonction des recettes qui sont perçues. Deux mots ensuite sur l'écosystème de la PHP qui est assez large, qui a plusieurs particularités. D'une part, le fait qu'on a un écosystème interne composé de 39 hôpitaux, de nombreuses structures de soutien à la recherche, d'un certain nombre de plateformes internes à l'AP qui est déjà assez important, et puis des partenaires avec lesquels on travaille de manière fréquente, qui peuvent être de profils très variés. Il y a des partenaires institutionnels, il y a des partenaires académiques, il y a des entreprises privées, il y a des IHU aussi dont on est membre fondateur, ainsi qu'un certain nombre d'autres fondations. Voilà en deux mots l'écosystème. Donc le travail que l'on a fait pour animer cet écosystème, il a consisté d'abord, il a reposé en grande partie sur la mise en place d'une gouvernance qui soit adaptée, donc plusieurs éléments de gouvernance interne sur le Carnot, notamment un comité de pilotage dans lequel on implique un grand nombre d'acteurs de la recherche à la PHP, et puis surtout un conseil d'orientation scientifique et stratégique au sein duquel on a souhaité réunir nos partenaires, un certain nombre de nos partenaires académiques, donc notamment les universités, et puis un certain nombre de partenaires privés ou de représentants du monde socio-économique, donc différentes institutions dont vous aviez le nom à l'écran. La stratégie en 3 axes que l'on a mis en place et sur laquelle on pourra revenir par la suite, donc pour animer cet écosystème, c'est premier axe, donc rendre l'AP plus attractive pour les industriels, ce qui nous amène à nous interroger sur ce que nous on peut faire de mieux vis-à-vis des industriels. Notre objet, c'est plus de dire qu'on est les premiers pour des raisons historiques parce que notre taille le justifie, mais qu'on est les premiers en recherche partenariale parce que les entreprises ont envie de travailler avec nous et qu'on sait leur donner cette envie. Le deuxième élément, c'est de rendre les représentants de l'AP acteurs de ces projets de recherche, et puis impliquer aussi tous les partenaires de l'AP, notamment les partenaires académiques, dans cette dynamique de recherche. Très bien, merci beaucoup. On va donner la parole à Monsieur Berry de l'INRA. C'est à vous. Merci et merci de l'invitation. Donc d'abord, je vais présenter l'INRIA en quelques mots parce que on n'est pas forcément plus connu que ça dans le domaine aujourd'hui. Donc l'INRIA, c'est d'abord un établissement public scientifique et technique, donc un organisme national de recherche comme l'INSERM. À cela près que nous, on est spécialisé sur les sciences et technologies du numérique,
avec une volonté très forte chez nous d'avoir deux jambes. On dit toujours qu'on marche sur deux jambes. Une jambe qui est de la recherche fondamentale en mathématiques et en informatique appliquée, et une jambe qui est de la recherche appliquée et de l'application pour qu'on vienne vraiment avoir un impact en vie réelle. Alors, l'exemple précis, c'est typique, c'est Tous Anti-Covid, bien sûr. On a fait Tous Anti-Covid parce que Tous Anti-Covid, ce qui est derrière l'application, ça vient de nos équipes de recherche qui font la recherche sur l'informatique qui préserve la vie privée depuis très longtemps. Mais on n'a pas fait que ça, on a aussi pris la tête du groupe de travail public-privé qui a fait l'application qu'on a tous utilisé et qu'on utilise encore. Voilà. Alors, bien sûr, on a plusieurs centres de recherche. On a 9 centres de recherche en région. Vous voyez tous, vous avez ici les villes en question, ce qui nous permet d'avoir une implantation locale importante et de travailler avec les CHU locaux. Et on a si vous voyez toutes les villes, on a des interactions avec tous les CHU de recherche. Mais là, principalement, bien sûr, avec les plus gros, on a depuis récemment des cadres conventionnels et des gros laboratoires qui sont en train de se monter. Bien sûr, avec la PHP, on a un laboratoire commun qui s'appelle le laboratoire Bernouilly, avec lequel Eric on se voit très souvent. Et puis, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on fait aussi avec les Hospices civils de Lyon, qui est le deuxième. Et principalement, c'est une équipe de recherche. Alors, oui, là, les transparences sont assez mises en page bizarrement. Non, vous pouvez passer, c'est bon. Alors, cette équipe de recherche, elle a un truc spécial. C'est un peu une première en France. C'est une équipe de recherche qui va être commune entre l'INSERM, l'Université Claude Bernard Lyon 1, les Hospices civils de Lyon et une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'est pas une collaboratrice, elle fait partie des tutelles de l'équipe de recherche, au même titre que les HCL ou Lyon 1. Et le but, c'est de faire des outils numériques pour la neuropharmacologie, c'est-à-dire pour trouver des molécules pour soigner les maladies du cerveau. Alors, pourquoi on a fait cette équipe-là? Parce que ce qu'on a voulu, c'est complètement décloisonner. Cette équipe va être décloisonnée parce qu'on va chercher à la fois des cibles sur les neurones et sur les astrocytes. Bon, ça c'est une problématique scientifique, mais surtout, l'équipe va être dans le site de l'hôpital, au sein d'une plateforme d'imagerie qui s'appelle le CERMEP, qui est la plateforme d'imagerie in vivo de l'hôpital. Et puis, elle va être en co-tutelle avec Terranexus, qui est une entreprise de pharma, biotech biopharma française. Et l'objectif, c'est les outils numériques vont servir à chercher des molécules candidates pour soigner les maladies du cerveau. Et après, Terranexus aura l'opportunité de prendre ces outils pour les exploiter et faire les essais cliniques. Bien sûr, c'est pas nous qui allons faire les essais cliniques. Et puis, alors j'ai presque fini. L'autre stratégie, c'est que tous les outils numériques qu'on va développer, puisqu'on est des gens qui font du numérique, ils ont vocation à être implantés dans le système d'information des HCL pour être utilisés par les médecins et les cliniciens au jour le jour. Voilà. Bien, merci à vous. Donc la parole est à Monsieur Verweg d'Eura Santé. Bien, merci à vous de me la donner. Donc quelques mots sur Eura Santé. On a été créé à un moment où le mot start-up était même pas dans le vocabulaire français, en 93-94, par le CHU de Lille, qui a souhaité se doter d'un outil au service finalement de l'intensification de ses liens avec le monde socio-économique, d'abord du territoire de Lille et de sa région, et avec aussi un deuxième objectif qui était de lancer en mode expérimental une sorte de technopole, d'implantation d'entreprises dans le pourtour sud du campus du CHU de Lille, qui a une caractéristique, mais qui est connue, j'imagine, ici, qui est d'avoir l'ensemble de ces établissements de soins, de recherche et de formation dans une unité de lieu. Et donc, ce qui a été créé avec Eura Santé, ça a été aussi, d'une certaine façon, la poursuite de cette stratégie d'aménagement d'un quartier complet destiné à l'accueil d'activités autour de la santé. Donc, quelques années après, on s'apprête à répondre avec notre partenaire fondateur et actionnaire de référence, le CHU de Lille, avec l'université, avec quelques-unes, et beaucoup même, des entreprises de la filière santé de notre région. Elle en compte 1100, cette filière santé dans notre région, d'entreprises qui travaillent dans ces domaines de la santé. Et avec tout ce petit monde-là, on va répondre à un appel à projet à propos duquel on s'est senti particulièrement concerné et touché. C'est l'appel à projet BioCluster qui est sorti il y a 2 mois et qui finalement vise à labelliser 3 écosystèmes en France avec justement cette unité de lieu réunissant entreprises, recherche, soins, formation, ce qui est le cas de ce qui a été structuré à Lille depuis plus de 20 ans, avec aussi au sein de cet écosystème un acteur qui cumule des fonctions justement d'appui à la recherche partenariale, d'incubation, de transfert de technologie, et c'est le cas du GIE Eura Santé, donc qui est une équipe de environ 110 personnes et qui œuvre à la fois au service du CHU
pour aider à accélérer ces parcours de transfert de technologie, d'essaimage, de lancement de projets collaboratifs avec le monde économique, et qui a finalement aussi élargi son périmètre d'intervention à l'ensemble des acteurs académiques de notre région, et qui a aussi diversifié, si vous voulez, ces métiers initiaux, ceux du transfert et de la valorisation économique de la recherche, à plus largement aussi l'accompagnement au développement des entreprises de notre filière, et puis aussi à l'animation de clusters, puisque nous sommes aussi l'animateur du pôle de compétitivité qui s'appelle Nutrition, Santé, Longévité, et dont le CHU est là aussi cofondateur. Voilà en quelques mots qui nous sommes et ce que nous faisons. Bien, merci à vous. Donc on va donner la parole à Madame Despoux de l'IPS de Toulouse, de la recherche. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc nous, à Toulouse, au CHU de Toulouse, on a voulu créer une plateforme, un accélérateur d'innovation technologique et organisationnelle en santé qui s'appelle InnovPôle Santé et qui a pour but de sortir de nos sillons organisationnels et disciplinaires, de croiser des disciplines entre les chercheurs académiques, les industriels et les cliniciens. Et c'est pourquoi on a... Diapo suivante. Pardon. On a jugé qu'il était important de réunir dans cet accélérateur l'ensemble des acteurs de l'écosystème régional de l'innovation en santé pour que l'hôpital devienne vraiment le centre de l'innovation en santé d'un point de vue technologique et organisationnel. Donc au sein de cet écosystème, on a regroupé des acteurs comme les pôles de compétitivité, bien sûr, les collectivités territoriales avec la région et la métropole, l'université, la société d'accélération de transfert de technologie et le CEATech, qui est notre opérateur d'ingénierie au sein d'InnovPôle. Donc nos deux axes sont les innovations organisationnelles et les innovations technologiques en santé. Donc on intervient dans tous les domaines sans prédilection particulière. On a aujourd'hui des projets en imagerie, en robotique, en dispositifs médicaux bien sûr, et beaucoup de projets qui incluent du numérique. Donc nos missions, on s'est fixé 5 missions autour de l'innovation, 5 axes. D'abord, booster la créativité, c'est-à-dire comment on va partir d'un problème, identifier ce problème, trouver la solution pour répondre à ce problème, développer, innover, implanter cette solution, évaluer la valeur de cette solution et puis la pérenniser. Et ça, c'est ce qu'on fait avec nos innovateurs internes, c'est-à-dire nos professionnels de santé. Comment faire que nos professionnels de santé soient les innovateurs d'aujourd'hui et de demain. Accompagner les évaluations des innovations en renforçant le maillage entre les professionnels de santé et les industriels. Comment aussi on donne accès aux industriels, aux compétences et aux savoir-faire qui sont dans nos CHU. Et puis affiner les solutions technologiques en fonction des besoins des patients et des professionnels de santé, c'est-à-dire comment les solutions sont vraiment adaptées à ces besoins-là, parce que très souvent on voit des industriels qui arrivent avec des solutions qui ne sont pas forcément adaptées au parcours de soins, à la prise en charge thérapeutique de nos patients ou à l'activité de nos professionnels de santé. Donc ça, c'est vraiment une aide qu'on va apporter aux industriels. Le 4e point, c'est accompagner les innovations vers le marché. L'objectif, c'est la différence avec la recherche, c'est créer de la valeur. Et puis, c'est coordonner l'ensemble de ces acteurs, parce qu'il y a énormément d'acteurs sur les territoires qui gravitent autour de l'innovation. Et c'est souvent un parcours très compliqué que d'arriver à savoir qui fait quoi. Donc aujourd'hui, InnovPôle intervient avec l'ensemble de ses cofondateurs sur toute la chaîne de TRL. Et en fonction de la chaîne de TRL sur laquelle on est, on va solliciter différents acteurs qui vont pouvoir apporter leurs compétences et leur savoir-faire, leurs moyens dans le développement des projets. Donc aujourd'hui, on a 2 offres particulières. D'abord, une offre émergence qui s'adresse à nos professionnels de santé, qui a pour but de vraiment booster la créativité, comme je voulais dire. Comment on part d'un besoin, comment on identifie un problème médical et comment on trouve une solution adaptée. Et la deuxième offre qui est à destination des industriels, qui est comment on donne accès à ces industriels aux compétences et au savoir-faire du CHU, tout en garantissant les droits du CHU et de ses professionnels quand ils co-développent des innovations, puisque la démarche est vraiment de la démarche de co-développement.
Aujourd'hui, donc au sein d'Innovpol, on a 60 experts médicaux qui sont répartis dans tous les domaines thérapeutiques. Toutes les spécialités sont donc représentées et on a donc 3 de nos chercheurs qui sont parmi les chercheurs les plus influents du monde. L'objectif, c'est vraiment comme je l'ai déjà dit, de pouvoir donner accès à toutes ces compétences et on s'appuie pour ça sur toutes nos plateformes technologiques et techniques au sein du CHU et notamment un centre de simulation en santé qui est un centre très novateur et qui va pouvoir simuler notamment des opérations, etc. Et ça, c'est aussi un point qui intéresse énormément les industriels. On s'appuie au-delà de nos cofondateurs sur tout un réseau de partenaires, notamment la French Tech, les clusters qui sont présents sur notre territoire, mais pas que sur notre territoire. On est aussi associé à un cluster du sillon alpin qui s'appelle Medicalps. L'objectif, c'est que quand on développe des innovations qui sont des innovations internes, si on ne trouve pas sur notre territoire des partenaires industriels qui peuvent y répondre, on peut aller chercher dans d'autres écosystèmes des industriels. Donc à ce jour, et pour terminer, Innovpol a été créé en octobre 2019, juste avant la crise. On a eu plus de 150 sollicitations, on a 93 projets qui sont en cours d'accompagnement à des stades de maturité très divers. On part d'émergence jusqu'au développement commercial. Et nos sollicitations sont en grande partie des sollicitations industrielles, à plus de 58%, et des sollicitations qui viennent de l'ensemble du territoire, pas que du territoire occitan. Donc ça, c'est pour vous donner quelques chiffres clés. On a accompagné des entreprises sur des levées de fonds, des entreprises que vous connaissez comme Oshkin, qui est une licorne française, mais des entreprises de taille plus modeste, qui ont fait des levées de fonds de quand même plusieurs millions ou centaines de milliers d'euros. Et puis, on a remporté plus de 7,6 millions d'euros à des appels à projets avec nos partenaires. On a créé 3 startups de spin-off qui sont des spin-offs du CHU et une spin-off qui est issue d'Airbus sur un projet collaboratif avec nous. Et on a fait 5 transferts de technologie. Voilà quelques exemples d'entreprises qui ont travaillé avec nous jusqu'à présent depuis 2 ans. Vous voyez qu'il y a des entreprises qui sont des grosses entreprises internationales, mais il y a également des entreprises de taille plus modeste, ce qui montre que vraiment ça répond à un besoin qui ne s'adresse pas qu'aux startups. Et ça, je crois que c'est un point important. Je crois que les entreprises attendent que les CHU s'ouvrent sur l'écosystème et leur permettre de travailler avec eux. Voilà. Bien écoutez, merci à vous 4 pour la présentation donc, de ces très très beaux projets qui sont à différents stades de maturité. J'imagine que ça a été quand même assez compliqué à mettre en place. On se rend compte que c'est réunir à un même endroit des personnes avec des compétences différentes, des savoir-faire différents. Du coup, c'est pas forcément la même culture. Bon, on est là pour une table ronde, on veut des retours d'expérience. Est-ce que vous avez quelques conseils, chacun d'entre vous, à nous donner, déjà pour la jeunesse des projets? Comment ça s'est structuré? Est-ce qu'il y a des contraintes? Puis il vaut mieux penser en amont et finalement vous feriez un petit peu différemment aujourd'hui? Si l'un d'entre vous voulait bien intervenir, monsieur Hervé? Je dirais que dans tous ces métiers-là, du transfert, de la valorisation de la recherche, du développement d'écosystèmes, il y a déjà une première règle, c'est de faire en sorte que la gouvernance de l'outil que vous allez créer, que ce soit un outil internalisé ou un outil externe, elle soit la plus plurielle, la plus fédérative possible. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est d'embarquer dans des dynamiques de développement le plus possible d'acteurs, d'essayer justement, vous l'avez dit, de faire tomber un certain nombre de barrières qui peuvent être des barrières d'appartenance institutionnelle, qui peuvent être des barrières sectorielles. Donc ça, je pense que c'est déjà un des ingrédients les plus importants quand on veut structurer en fait une activité de cette nature autour de ces questions de l'innovation, du partenariat de recherche, de la structuration d'écosystèmes. Après, il y a aussi, je pense, une attention, de mon point de vue, à avoir assez équilibrée entre les différentes voies d'interaction d'un CHU avec son environnement socio-économique. On est à un moment où, je pense, on est dans une attitude qui est quand même très orientée sur le mode de valorisation par voie de création de start-up, de création en fait d'activités ex nihilo. Et je dirais que le climat financier le permet, on trouve des capitaux aujourd'hui pour lancer des boîtes, mais je crois que c'est important d'avoir aussi des formes d'interaction qui vont aussi mobiliser le CHU, l'acteur CHU,
avec des TPE, avec des PME, avec des ETI et dans des formes de partenariat qui peuvent être aussi bien d'ailleurs de la recherche partenariale, qui peuvent être aussi de la mutualisation de plateformes, qui peuvent être purement et simplement aussi du transfert de technologie. Et ça, je crois que c'est important parce que au gré des années, on en a connu quelques-unes de ces années de structuration progressive de notre pays, du soutien à la recherche, à l'innovation, au développement économique par la recherche. On voit que il y a des moments qui se prêtent mieux, effectivement, à des créations d'entreprises ex nihilo et d'autres qui se prêtent moins. Il y a des moments qui se prêtent mieux au partenariat de R&D. On a connu au moment du lancement des pôles de compétitivité, il y a une quinzaine d'années, une attention forte et une allocation significative de moyens des pouvoirs publics pour encourager la recherche partenariale. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, de mon point de vue, dans ce qui est disponible comme circuit de financement. Donc, nécessité, je pense, d'embrasser l'ensemble des pistes possibles dans cette interaction entre les CHU et leur écosystème économique. Et merci beaucoup. Donc un grand rôle de la gouvernance déjà, de la structuration au départ, et puis finalement cette ouverture qui évolue, Madame Despoutres. Et justement, alors, elle est la limite du CHU. Vous évoquez le CHU doit être plus ouvert dans son rôle, dans sa fonction, mais à un moment donné, entre le tissu économique, on essaie de construire des choses communes. Mais où se fixe la limite? Quand vous parlez d'ouverture, vous pensez à quoi concrètement? Je pense au fait qu'il y a quelques années, on avait dans les établissements publics plus une crainte du partenariat public-privé, des intérêts qui pouvaient être liés, des conflits d'intérêts, on en parle beaucoup. Et finalement, je crois que ce qu'il faut arriver à montrer, c'est qu'en fait, ce sont des partenariats gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à la fois, nos professionnels de santé vont y retirer un intérêt. Et je pense qu'il faut aussi penser en termes d'attractivité de carrière pour eux. C'est-à-dire que pour eux, c'est aussi un élément d'attractivité que de savoir que dans leur CHU, ils peuvent développer ces partenariats. Chose que peut-être dans le privé, c'est beaucoup plus compliqué, qu'on va les accompagner dans ça. Et ça, je pense que c'est vraiment notre rôle aujourd'hui, que de s'ouvrir vers ça. Il faut changer un peu de paradigme. C'est pas les établissements publics d'un côté, le privé de l'autre. Et ça, je crois qu'on a tous à y gagner, et principalement nos professionnels de santé et surtout nos patients. Et ça, je crois que c'est le point d'ancrage, c'est vraiment quel est le bénéfice au final pour nos patients ou pour nos professionnels, si l'innovation elle est au bénéfice des professionnels. Voilà. Je crois que ça, c'est un point d'ancrage important. Très bien, mais merci beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours, finalement, que c'est toujours en dynamique. Tout à l'heure, M. Berry, vous évoquiez le fait que finalement, il y a des évolutions futures au niveau de l'INRAE là qui se présentent aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, ou à un moment donné, on peut se dire, ça y est, on est calé, on est organisé, ça roule, et on peut envisager les choses sur des structurations à 5 ou 10 ans, ou est-ce que c'est en continu? Comment ça se passe concrètement? Alors, je pense que c'est tout le temps en mouvement. C'est tout le temps en mouvement, ne serait-ce que parce que pour que ça fonctionne, une chose qui est extrêmement importante, je pense, c'est l'alignement des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche localement. On a tous des exemples de grandes villes où il n'y a pas d'alignement, c'est-à-dire toutes les universités tirent dans leur coin, les CHU tirent dans un autre coin, et les organismes de recherche nationaux tirent dans une troisième direction. Si ces trois vecteurs-là ne sont pas alignés, ça va être très difficile de faire bouger les choses. Et comme ces mouvements d'alignement ils changent au fonction du temps, ça demande de la souplesse pour essayer de régulièrement refaire les choses. Et la deuxième chose, c'est que pour les aspects numériques principalement, le domaine du numérique, c'est un domaine qui bouge très vite. Et ce qu'on fait maintenant, c'est pas ce qu'on fera dans 5 ans ou dans 6 ans. Donc on peut pas dire on va faire maintenant un projet de recherche qui va durer 20 ans, parce que dans 20 ans, la recherche en numérique, elle sera plus du tout là où elle est maintenant. Donc il y a forcément une exigence de mobilité, oui. Écoutez, je vous remercie. Alors, du coup, la question qui se pose, on voit qu'il y a toujours ce besoin d'agilité dans la relation avec l'écosystème. Vous avez présenté à l'Institut Carnot un écosystème très intégré. Bon, c'est vrai que c'est une institution connue, reconnue. Finalement, comment conserver cette agilité, ce dynamisme qui permet à l'innovation de perdurer et de continuer à se déployer dans une institution comme l'Institut Carnot? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, M. Domain? Alors on a un double enjeu pour ce qui concerne l'Institut Carnot, c'est à la fois d'associer nos partenaires, d'où la gouvernance qu'on a faite très large qui associe à la fois des partenaires industriels et des partenaires académiques. On a aussi un enjeu important à accompagner la révolution culturelle que ça représentait en interne. L'Institut Carnot, parmi les actions qu'on a identifiées, c'est la mise en place d'une relation client-fournisseur, donc une relation client-fournisseur
avec les entreprises, relations clients-fournisseurs avec les chercheurs qui travaillent au sein de l'AP. Une de nos premières actions, ça a par exemple été de rencontrer chacun de ces acteurs en leur demandant quelles étaient les forces et les faiblesses qu'ils identifiaient dans l'organisation de la recherche, dans les démarches de partenariat avec la PHP, d'être prêts à entendre les réponses, y compris les éléments désagréables qui ont pu nous être formulés, et établir un plan d'action en conséquence. Et puis faire passer à le message clairement que faire de la recherche avec les industriels, c'était aussi un atout pour le développement de la recherche, c'était aussi un atout pour la prise en charge de nos patients. Et qu'il fallait qu'on soit en mesure de développer cet axe, qu'on soit en mesure de mettre en place des actions qui seraient exigeantes mais qui nécessiteraient notamment d'aller plus vite sur un certain nombre de sujets. On a engagé la dématérialisation d'une grande partie de notre gestion partenariale. Aujourd'hui, à partir du moment où un contrat est négocié, il peut être signé dans la journée de manière dématérialisée. Tout ça, c'est des éléments qui ont nécessité un accompagnement et qui vont continuer à nécessiter un accompagnement parce que ça bouscule les habitudes, ça crée des attentes et en interne et en externe. Et donc ça nécessite d'avoir ces échanges très, très fréquents et très, très réguliers sur ce que l'on met en place. Écoutez, merci beaucoup. Alors je vous ai un petit peu bousculé, on n'a plus beaucoup de temps, une minute ou deux. S'il y avait des questions, on a essayé d'être très complet, très rapide dans notre présentation. Merci aux intervenants. Voilà, est-ce qu'il y a des interrogations ou des questionnements ? Eh bien, je crois qu'on a été assez complet. Donc je remercie tout le monde d'avoir été présent, de nous avoir écoutés. Merci aux intervenants pour votre pédagogie, d'accompagner vos conseils et puis j'espère qu'on se reverra dans un an pour que vous puissiez nous présenter tous ces projets l'année prochaine. Merci à vous. Bonne journée.